Lucie, on est bien? Lucie, est-ce que je suis maintenant là où il faut? Tu ne me vois pas? Oui. Oui. Je pense qu'il faut que tu m'enlèves de celui-là. Là. Comme ça. C'est bon. Regardez. Et sortir de cet écran, à mon avis. L'écran de l'introduction est sorti? Oui, superbe. Merci infiniment, Lucie. Bonjour à tous et bienvenue pour la première partie de cette grande conférence virtuelle internationale Halakha et santé familiale avec Yassut Halakha. Je suis Nathalie Lovenberg, je suis ravie de vous rencontrer. Lucie sera notre modératrice pour cette session. Toute question que vous avez à les poser, vous pouvez le faire dans le chat sur Moderator Chat. Et les questions que vous avez à poser directement pour moi ou quelqu'un d'autre, vous pouvez le mettre sur le chat de la pièce, le room chat ou question and answer, questions-réponses. Et j'essaierai de répondre à vos questions durant l'intervention et sinon vers la fin. À la fin, nous aurons aussi l'option de vous donner la parole si vous en avez envie. Quelques mots sur moi-même, Nathalie Lovenberg, je suis Yoef Halakha depuis maintenant près de 13 ans. Je suis également une éducatrice, formatrice à l'éducation sexuelle. Et depuis maintenant 3 ans, je travaille dans le centre de recherche des Yoef Halakha pour écrire les teshuvot, les responsables du livre, de second volume, du livre Nishmat Habayit, les responsables des Yoetzot Halakha, dont le premier volume vient de sortir en anglais. Voilà. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est rarement traité malheureusement, et celui de la périménopause. On parle beaucoup du sujet de la puberté en elle-même. On parle beaucoup de la grossesse, des changements qu'une femme va avoir, mais ce sujet-là, on en parle peu. Je n'irai pas dire qu'il est tabou, mais quelque part, parfois, il est un petit peu. Et donc, voici ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui pour y arriver. Les choses ont changé, évidemment. J'ai juste envie de mettre en place. On va mettre ici directement, puis ça ira plus facilement. On va donc parler de cela. On a un joli petit PowerPoint, si j'y arrive à y arriver. Hop, il est là. Ouais, superbe. Ok, on est là. Oui. Nous voilà. Ok. Alors, la périménopause, nous y sommes. Lucie, peux-tu juste me confirmer qu'on voit juste la page principale et pas toutes les pages à côté? Tu peux confirmer quelque part? Et les diapositives à droite. Mais si on voit à droite? Voilà, si on fait comme... Normalement, maintenant, on voit que ta page principale. Super, merci. Merci infiniment. Ok, donc la périménopause, à ne pas confondre avec la préménopause, qui en fait, préménopause, ça contient toute la période, depuis les premières règles jusqu'à la ménopause elle-même. Ça comprend aussi la périménopause. La périménopause, c'est vraiment la période de transition entre la préménopause, lorsqu'on a nos cycles habituels, et la ménopause, où il n'y aura plus de cycles. Et nous allons essayer de comprendre ensemble un peu ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui se passe durant cette période? Hop, on va y arriver. Et voilà. Ok, alors, une femme qui est enceinte d'une petite fille a en elle, en fait, déjà ses petits-enfants. Ce que ça veut dire, c'est qu'un fœtus de fille, encore à l'état donc, de fœtus, dans le ventre de la maman, a environ 6 millions d'ovocytes. Ça paraît énorme, et c'est énorme. Même si à naissance, elle va en avoir beaucoup moins, on n'aura plus que 1 à 2 millions. Elle va les perdre au fil des mois, au fil des années, avant même la puberté. Et la puberté, elle va arriver à entre 300 000 et 400 000 ovocytes qui vont donc être les futurs. Une partie sera les futurs ovules qu'elle va pouvoir avoir éventuellement un enfant par la suite. Chaque mois, en fait, une fois la puberté arrivée, donc une grande partie de ces
ovocytes, les follicules sont donc préparés par l'estrogène qui va nous faire commencer à cela dans la phase folliculaire. Une seule de ces ovules va devenir l'ovule qui va être éventuellement fécondé ou pas. À la puberté, ce n'est pas encore le cas. Tout le reste est jeté entre guillemets. Et ainsi, on arrive de moins en moins d'ovocytes dans le corps de la femme, dans les ovaires de la femme, jusqu'au stade où on perd de plus en plus. Si on perd environ 1000 par mois, ça va aller plus rapidement après l'âge de 31, 32 ans, l'âge où on commence à être moins fertile, et plus en plus, plus on descend, quand vers 37 ans, une femme aura environ 25 000 petits ovocytes qui vont rester. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même encore assez. Et qu'est-ce qu'il se passe quand c'est comme ça? C'est que, du coup, les hormones qui vont essayer de nous faire produire l'ovule dont on veut tellement pour une éventuelle grossesse, ils vont travailler et travailler plus. Ce qui a travaillé beaucoup, ça va être l'estrogène, qui va essayer donc de dire, entre guillemets, à ces follicules se préparer pour y arriver. Donc on va avoir beaucoup plus d'estrogène qui va arriver. La progestérone est en fait vient en échange après de l'ovulation. Donc une fois que l'ovulation est passée, on a le corps jaune qui va sortir cette progestérone. La progestérone qui va là en plus, il faut préparer l'endomètre pour une éventuelle grossesse qui serait un ovule qui aurait été fécondé pour une grossesse. Et c'est ce qui se passe en fait. Alors, ce qui se passe lorsqu'on arrive à la périménopause, c'est que tout va moins bien. On a moins d'ovocytes au début, moins d'ovules dans les ovaires. On a aussi des ovules qui sont de qualité un petit peu moindre aussi. Et du coup, les hormones vont changer. Et en plus de cela, les hormones ils vont commencer à baisser. Mais baisser pas au même rythme. Parce que par exemple, si entre l'âge de 35 et 50 ans, la quantité de progestérone dans le corps va baisser d'environ 75%, c'est beaucoup. Au niveau de l'estrogène, ça va aller beaucoup plus lentement et ça va être environ 35%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir un déséquilibre entre l'estrogène et la progestérone. Normalement, il y a toujours un certain déséquilibre puisque au fil des mois, on a l'estrogène au début du cycle, dans le cycle folliculaire, on a la progestérone qui est plus élevée après l'ovulation dans le cycle lutéal, dans la partie lutéale du cycle, mais là, on a ces mêmes zigzags des deux, mais avec des niveaux qui sont bien disparates. Et ça va faire une période où l'estrogène va dominer et ça va causer pas mal de chamboulements dans le corps de la femme. On va en parler bientôt. Et à la fin de cette période, qui peut durer normalement entre 3 ans et 8 ans, ça dépend des femmes, la femme sera ménopausée. D'un point de vue médical, une femme ménopausée est une femme qui n'a plus de cycle pendant 1 an. Pour les nouvelles Afrique, c'est un peu différent et on va regarder juste un instant qu'est-ce que c'est qu'une femme ménopausée selon la halakha. D'accord? Alors, selon la halakha, on parle de ménopausée, je dis bien, donc une femme qui, du point de vue médical, n'a rien eu pendant 1 an. Donc, je préviens à l'avance que le terme n'est pas agréable. La femme ménopausée, dans le langage halachique, elle s'appelle une zekena, une vieille. Alors, qui est ménopausée dans la halakha? Pour comprendre cela, nous avons dans cette Masachet Nida, dans la traité de Nida, il y a une Mishnah qui nous explique qui sont les personnes qui sont considérées comme Zekena. C'est important pourquoi? C'est important parce que ça a des implications dans le calcul de ce qu'on appelle les onotes, les vosatotes des femmes. Ça aura d'implications sur si on va dire ou pas qu'une femme qui aura vu une tâche, est-ce qu'on va prendre ça en rétroactif ou pas. À l'époque où on prenait en compte la pureté et l'impureté, non seulement pour ce qui est nida, mais aussi tout ce qui est rituel, c'était important de savoir si une femme était déjà ménopausée ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une femme ménopausée dans l'Acha? On dit ainsi, Eizoho iskena, donc qu'est-ce que c'est qu'une femme vieille? Kol shavu alea shalosh onot samur iskenata. Celle qui a passé 3 cycles, on parle 3 cycles sans enseignement donc, vers l'âge de la vieillesse. Et donc vient la question, ok, c'est quoi l'âge de la vieillesse? Eichidami samur iskenata, qu'est-ce que c'est proche de l'âge de la vieillesse? Et là, on va avoir plusieurs avis. Le premier avis, c'est de Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Kol shechavrotea omrot alea skenahi. Toutes celles dont les amis disent qu'elle est vieille. Ok, on a chacune nos amis. Lorsqu'on est jeune fille, on parle de jeune fille ensemble. Et le plus on grandit, on s'appelle différemment. Et c'est vrai que quand un groupe de femmes atteint un certain âge, que ce soit ou de jeunes filles à un certain âge, on va se considérer en tant que groupe à un certain point. Et donc, si ses amis disent elle est vieille, entre guillemets, elle est vieille. Et donc, Skena, elle est considérée comme Skena
de nouveau, en plus de cette condition d'avoir eu 3 cycles sans saignement. Deuxième opinion, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Kol shkorila ima ima ve'ina busha. Ça, c'est très intéressant. Celle qu'on appelle maman, par là, il veut dire grand-mère, et n'en a pas honte. Je pense que chacun d'entre nous qui est là, c'est qu'on change au fil des temps. Là où une petite fille, quand elle va au magasin, la première fois où le vendeur va lui dire voici pour vous, mademoiselle, la petite fille va être très fière. Tout d'un coup, on l'appelle mademoiselle, pas gamine. Et lorsqu'elle va grandir encore un peu plus et qu'elle ira au même magasin pour acheter quelque chose, vers l'âge de 19 ans, si on dit mademoiselle, elle va être contente. Par contre, si on dit voilà pour vous, madame, elle risque un petit peu choquée, un petit peu moins heureuse de cela, puisque, effectivement, elle ne se sent pas encore prête à être appelée madame. Elle est encore mademoiselle. Par contre, cette même femme dont on parle arrive à l'âge de 30 ans, 35 ans, si on lui dit madame au magasin, elle ne sera pas du tout choquée, même si elle-même n'est pas mariée. Parce que, justement, c'est normal, elle n'a pas honte, c'est qui elle est. Et de même, lorsqu'on arrive à un certain âge, si on lui dit ma petite dame ou grand-mère ou autre chose, à un moment, c'est qui elle est. Donc, il n'y a plus de honte là-dedans. Et donc, ça, c'est ce que Rabbi Shimon dit, quelqu'un qu'on peut appeler grand-mère, et ça ne lui fait ni chaud ni froid, c'est normal pour elle. Nous avons encore 2 derniers avis sur ce avis. Un, c'est Rabbi Zeira, et un, c'est Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Tzrak. Le premier va dire Kol Sheina Makpedet, celle qui n'en prend pas compte, et l'autre va dire Kol Sheina Bosha, celle qui n'a pas honte. Il y a une certaine différence entre avoir honte de quelque chose, mais ne pas le dire, et celle qui n'en prend pas compte, et qui peut-être aura quand même honte ou pas honte. Donc là, c'est la seule différence qu'on a entre les deux, c'est à me le poser dans la lacha. Il est intéressant de savoir que, comme je dis, dans le côté médical, une femme ménopausée, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas eu de cycle pendant 3 mois et qui a donc cet âge-là, puisqu'on parle aussi déjà de l'âge entre les deux, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de cycle pendant un an entier. On ne parle pas d'âge en soi dans la littérature médicale, même si l'âge en général, c'est entre 44, 46, 51 ans, la moyenne environ 51 ans pour la ménopause, une femme ménopausée vraiment. Dans la lacha, c'est un peu différent. Il y a des opinions qui sont beaucoup plus tardives, qui diront que l'âge de la vieillesse, donc avec 3 cycles, ça ne sera qu'à 60 ans passés. D'autres vont être plutôt vers 50 et quelques. Il n'y a pas beaucoup de répercussions à cette définition, sauf si évidemment une femme devrait avoir une ménopause qui arrive beaucoup plus tôt et qu'il y aurait des répercussions hiérarchiques, mais c'est assez rare quand même. Mais ça reste important de savoir que oui, c'est quelque chose qui est connu dans la lacha, dont on parle clairement. Alors, parfois, c'est clair que la ménopause ne va pas arriver à 50 ans et plus, comme on a vu. Parfois, la ménopause peut être précoce, elle peut arriver beaucoup plus tôt. Quels sont les cas où cela va arriver? Alors, la première raison, ça peut être la génétique. Il y a des femmes qui ont dans leur patrimoine génétique le fait d'avoir une ménopause plus tôt. En général, on sait que dans la famille, toutes les femmes de la famille ont leur ménopause à l'âge de X ans, que ce soit 50 ans, 45 ans, 40 ans. Une femme, en général, le sait, c'est quelque chose qui est que dans la famille. Mais il y a aussi des cas médicaux où la ménopause va se faire beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus drastique. Une femme qui a une ablation des ovaires, par exemple, ou dans certains cas, certaines hystérectomies peut aussi causer cela. Ça peut arriver soit parce qu'elle est en prévention d'un éventuel cancer, parce qu'elle a un cancer qu'il faut absolument prévenir qu'il continue à s'éparpiller, ou ça peut être dans des cas où une femme souffre, par exemple, d'endométriose de manière très grande, et dans ces cas-là, effectivement, on va arrêter on va l'aider à arrêter cela en enlevant les ovaires pour pas qu'il y ait de stimulation des ovaires, pour ce qui peut faire les réactions, évidemment, de l'endométriose, qui pourrait faire beaucoup de souffrance à cette femme. 2 autres traitements qui sont connus, c'est la chimiothérapie, qui peut induire donc une ménopause précoce. Dans certains cas, c'est réversible, pas toujours. Et enfin, un traitement hormonal induisant une ménopause. Là aussi, dans le cas de l'endométriose, ça peut être le cas. Dans le cas d'une femme qui n'a pas le droit d'avoir l'estrogène qui va jouer trop, de nouveau à cause de cancer ou de risque de cancer, ça peut aussi arriver. Le problème avec la ménopause, c'est que nous allons voir dans un instant
les effets secondaires qui arrivent à cause de la disparité dont on a parlé entre l'estrogène et la progestérone. Et en général, ça cause des effets secondaires, on le sait. On va avoir environ 20% des femmes qui auront des effets secondaires assez graves, 20 qui n'ont absolument rien, et le reste qui vont avoir un peu tout. Mais une femme qui a une ménopause précoce, une ménopause soudaine surtout, n'aura pas le loisir de s'y habituer. Là, une femme qui a une ménopause normale, c'est peut-être pas agréable, mais elle aura le temps de s'habituer, c'est aussi l'âge, et donc on a quelque chose qui arrive comme cela. Une femme qui a une ménopause qui est vraiment soudaine n'a pas ce luxe-là, et pourtant elle aura souvent une grosse partie des effets secondaires dont on va parler dans un instant. Donc, ça, c'est pour la ménopause précoce. Alors, quels sont ces fameux effets secondaires qu'on peut avoir dans ces cas-là? Les répercussions, j'ai mis tout en bloc. Premièrement, malheureusement, cette liste-là n'est pas exhaustive. Mais deuxièmement, comme j'ai dit, pas toutes les femmes ne vont avoir à souffrir de tous ces effets secondaires. Baruch Hashem. Donc, on va aller rapidement aussi dire d'où ça vient chaque chose pour comprendre. Alors, les bouffées de chaleur et sueur nocturne, dont je pense que tout le monde sait que ça arrive, ou presque, ça, c'est dû à la baisse du progestérone. Les troubles de sommeil, la fatigue et la perte de mémoire qui va après, non, ne vient pas sénile, ça va passer après, mais c'est quelque chose qui arrive. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi à voir avec la progestérone qui baisse un petit peu, donc c'est aussi un problème, mais aussi à cause de l'estrogène qui monte. Donc, les deux hormones ici sont coupables de ces troubles-là. Les maux de tête, ça c'est le manque de progestérone de nouveau. L'humeur changeante, estrogène, progestérone, les deux vont y aller. La chute de cheveux et la pousse de cheveux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que oui, l'estrogène qui est en trop, il va causer deux choses. D'une part, le fait qu'on va avoir des pertes de cheveux, là où on voudrait les garder, et inversement, des pousses de cheveux, de poils, là on préfère pas en avoir. La prise de poids, l'embonpoint qui arrive avec la périménopause, la ménopause, ce n'est pas qu'on ne fait exercice, ce n'est pas qu'on mange trop, mais c'est vraiment dû à la progestérone qui est un peu en trop. Ça se cale bien au niveau du ventre, c'est vraiment une répercussion typique de l'estrogène. On peut faire du travail pour éviter cela, mais vraiment c'est quelque chose qui va arriver en conséquence directe de cette hausse d'estrogène par rapport à la progestérone qui en manque. Les troubles urinaires, eux aussi. Donc, rendez-vous chez la kiné pour refaire une rééducation de périnée, c'est important. Une peau sèche, ça aussi, c'est dû à la progestérone, mais aussi un peu à l'estrogène. L'estrogène empêche qu'on puisse bien imbiber l'humidité, donc on a une peau sèche. La progestérone, elle, par contre, va aussi causer la prochaine chose qui est la sécheresse vaginale, qui va elle-même causer une baisse de libido qui a aussi à voir avec l'estrogène. Toutes les femmes qui ont régulièrement, qui prennent des contraceptifs hormonaux savent que c'est parfois un effet secondaire des contraceptifs. Et là aussi, on va avoir cela, une baisse de libido qui peut arriver à la périménopause. Et enfin, celle qu'on sait vraiment bien, ça va être un cycle irrégulier. On a déjà parlé de ça avant. Quand on arrive à la périménopause, on a donc l'estrogène qui va essayer de nous faire avoir une ovulation, il va aller à fond la caisse. Donc, on va avoir cette ovulation qui va arriver plus tôt. On va donc avoir un cycle lutéal qui est très normal, même s'il va aussi se raccourcir puisque le progestérone baisse. Et donc, on va avoir un cycle qui va doucement se rétrécir, devenant plus court. Là où une femme de 20 ans aura des cycles moyens d'environ 29 jours plus ou moins, ça ne sera pas anormal de voir une femme de 40 ans avec des cycles de 26 jours. Et donc, si vous voyez que vous perdez des jours au fil des années, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment à cause de cela. Et ça, il faut le savoir. Donc, en plus de ces cycles irréguliers qui vont se produire, on aura aussi d'autres problèmes qui vont nous causer un problème halachique, dont on parle d'un instant. La première, c'est que parfois, on va avoir des cycles très rapprochés, d'accord? Donc, non seulement ça va être raccourci, ça va être très rapproché, parfois jusqu'à 2 cycles par mois. L'irrégularité, ça veut dire qu'on va avoir au début des cycles rapprochés, mais après, on va avoir des cycles parfois plus longs et plus courts. Donc, on pourra avoir un cycle une fois qui va être très rapide, et le mois d'après, ça ira beaucoup plus long. Et là aussi, ça va être beaucoup plus compliqué de savoir où on en est.
Enfin, il y aura aussi des taches au milieu, puisque évidemment, pourquoi pas. Et très souvent, à cause de ce manque de progestérone, des taches avant les nouvelles règles, ça va aussi arriver. Au passage, ces règles-là, qui vont arriver, donc on a dit des règles qui sont plus fréquentes, avec un cycle qui est plus court, elles vont aussi souvent être plus abondantes, voire plus douloureuses, avec des effets de prémenstruels qui sont plus grands. Donc, si vous avez toutes ces choses-là, des cycles qui sont de plus en plus courts, des règles qui font plus mal, des règles qui sont plus abondantes, en parler avec votre médecin, il y a des chances que vous soyez en périménopause. L'autre option, c'est éventuellement qu'il y ait une endométriose qui se présage. Et dans les deux cas, il est important de parler avec son médecin. Alors, on parlait de cycle irrégulier. Et qui est cycle irrégulier, on va donc parler de halakha, puisque c'est pour ça aussi que nous sommes là ce soir. Alors, d'un point de vue halachique, une des choses qui arrive souvent sont des taches, d'accord? Les taches dans l'halakha, elles ne rendent pas forcément nida, un cycle rend nida, un flux rend nida, évidemment, mais les taches, pas forcément. Et c'est pour ça qu'il est important de se rappeler de quelles sont les conditions pour qu'une tâche rende ou pas nida. On a toutes appris cela, en théorie du moins, avant d'avoir été marié. Trop souvent, ce n'est pas assez bien enseigné. Malheureusement, je le vois régulièrement. De nouveau, on s'en rappelle un petit peu après un accouchement, lorsque tout est un peu bizarre, lorsqu'on prend la pilule Cerazette, par exemple, autre pilule à progestérone. Mais très souvent, on oublie ces choses-là. Et donc, c'est important de savoir. Surtout lorsqu'on va commencer à parfois des cycles qui vont être beaucoup, beaucoup plus longs l'un de l'autre, et où on risque de penser, à tort, que si je n'ai pas eu mes règles depuis déjà maintenant 40 jours, 45 jours, je suis tranquille. Or, ce n'est pas vrai, c'est possible qu'à 47 jours, ça va recommencer. Et donc, il est très important de faire tout ce qui est possible pour éviter justement de se rendre nida sans raison, surtout que de nouveau, c'est une période où il y a des tâches, où il y a des problèmes d'irrégularité. Et se rendre nida pour une tâche peut être un grand problème si après on a du mal à retourner au mikvé. Ce n'est pas évident. Alors, quelles sont les conditions pour qu'une tâche rende nida? Il y en a 5 en fait. La première, c'est le support. Enfin, deux, c'est le support. Est-ce que le support qu'on a contracte l'impureté? Par exemple, si je vois une tache sur le carrelage de ma douche, même celui est blanc, cela ne contracte pas l'impureté puisque c'est un support qui est relié au sol, c'est le sol lui-même. De même, si j'ai une baignoire qui n'est pas sur pied mais qui est bien encastrée dans la salle de bain, ou encore si j'ai trouvé une tache sur la cuvette des WC ou la lunette de la cuvette des WC, là aussi c'est quelque chose qui est relié, c'est un support qui ne contracte pas l'impureté. Je rajoute à cela, selon l'avis de Nishmat, si je trouve une tache sur, par exemple, un protège-slip, qui lui aussi est synthétique et ne va pas contracter l'impureté. Ça, c'est quelle que soit la couleur du support. Deuxième condition qui existe, c'est quelle est la couleur du support. Dans le cas où le support contracte l'impureté, par exemple un sous-vêtement, par exemple une serviette de bain, par exemple un drap de lit, est-ce que la couleur est telle qu'elle contracte l'impureté? Là, je pense que tout le monde est au courant. Si les questions d'un tissu, on parle d'un tissu de fibre naturelle, d'accord, pas synthétique, qui est blanc, ça contracte l'impureté. Par contre, si c'est une couleur, toute autre couleur, et par là, on inclut le jaune, le vert, le rose, le bleu, le rouge, le gris, le noir, dans tous ces cas-là, avoir une tache dessus ne va pas nous rendre nida. De nouveau, je parle bien d'une tache et pas d'un flux. On va y revenir dans un instant à cette différence entre une tache et un flux. La troisième chose, c'est la taille. Si par hasard, j'ai trouvé la tache sur un support qui contracte l'impureté, le support est de couleur blanche, donc ça prend vraiment l'impureté, je regarde la taille de la tache. Là aussi, on a une taille qui a été instituée par nos sages, déjà à l'époque de la Gemara, et c'est la taille qu'on appelle un gris. Alors, c'est quoi un gris? Un gris, c'est gris chez le poule, donc c'était vraiment une lentille comme ça, et ils définissent ça, pardonnez-moi si c'est pas agréable, comme la taille d'une punaise qui aura été écrasée, le sang que ça aura pu faire, comme tache, d'accord? Et cette tache-là, elle est considérée, donc ce gris chez le poule, comme 9 adachim, 9 petites lentilles. Et en termes modernes, ça va être l'équivalent de la superficie d'une pièce de 1 shekel en Israël ou de 10 centimes en France, en Europe. Alors, si on a cette taille-là, si la taille est plus petite que cela, même si elle est rouge, mais rouge vraiment de sang, et que c'est sur quelque chose qui prend impureté, tant que c'est plus petit qu'un gris, ça ne rend pas nida. D'accord?
Là-dessus, juste un petit quelque chose sur la taille. Parfois, c'est dur de savoir si la taille, elle est ou pas celle d'un gris, puisque une pièce d'un shekel ou 10 centimes, c'est très joli, c'est bien rond, c'est parfait. Par contre, nous sommes des femmes, pas des robots, et nos tâches, elles sont rarement des ronds parfaits. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas si on arrive à bien réaliser si c'est oui ou non une tâche, c'est pas à la taille, pardon, c'est un problème. Par contre, si la tâche, elle est un peu élongée, un peu compliquée à savoir où l'on est, il y a un moyen très simple de savoir où l'on est. C'est un moyen qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune mariée, et je remercie à ce jour le Rav qui me l'a enseigné. Je ne sais même pas son nom, mais c'était extraordinaire. Il a dit simplement de prendre une feuille de papier sulfurisé, tout simplement, de décalquer la tâche et de la couper, papier, d'accord, et après de faire un puzzle, de voir si ça remplit ou pas la pièce qui était avec moi, et si ça remplit la pièce et plus. Donc, on va passer à la condition suivante, si ça ne remplit pas la pièce, ce n'est pas un problème, on peut continuer ainsi. Et enfin, la couleur de la tâche. La couleur de la tâche est aussi importante. Si j'ai une tâche qui est de couleur beige, qui est de couleur jaune, qui est de couleur blanche, on n'a aucun problème, on sait tous que c'est OK. Une tâche qui est de couleur rouge, rouge vif, on sait bien que c'est un problème, ou ça fait c'est un problème. De même si c'est noir, tout ce qui est rouge, ce qui est noir, c'est un problème. Et ce qui va vers cela, donc du gris très foncé aussi. Si c'est du rose, ça peut être un problème, même si c'est du rose, on va attendre que ça sèche pour voir là où ça arrive. Parfois, du rose très pâle va virer vers le jaune et non pas vers le rouge. Et après, on pourra voir où on en est. Si c'est du marron, dans beaucoup, beaucoup de cas, le brun est caché, sauf s'il a dedans des reflets de rouge, auquel cas, effectivement, il y aura un nida. Là aussi, en moindre doute, il faut le montrer absolument à une autorité halachique qui pourra prévenir et prévenir la personne qui va vendre tâche que nous sommes maintenant en période de périménopause, puisque c'est important. La dernière condition que j'ai mise ici, c'est un alibi. J'ai tendance à dire que les tâches de sang, c'est comme dans les crimes, il faut qu'il y ait, si on y a un alibi, alors on reçoit, on est OK, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors, c'est quoi un alibi? On vient de dire que cette disparité entre l'estrogène et la progestérone, ça peut causer, entre autres, une sécheresse vaginale. Donc, est-ce que par hasard, j'aurais une plaie vaginale qui aurait pu être la source de ce saignement? Est-ce que j'ai une autre plaie? Est-ce que j'ai un ectropion? Etc. Donc, s'il y a un alibi, on va aussi vérifier dans le cas où il n'y a rien du tout. La dernière chose que je vais mettre ici, c'est le papier toilette. Nous savons qu'une femme qui a ce qu'on appelle une argasha, une sensation halachique, si elle n'a ne serait-ce qu'un tout petit, une petite goutte de sang après une telle sensation, ça la rend nida tout de suite. Par contre, il y a des sensations qu'on peut ne pas voir, parce que les sensations halachiques, elles sont très particulières. Il est question d'un tremblement du corps particulier, d'une sensation d'ouverture de l'utérus ou de sensation d'écoulement, mais au niveau du vagin, donc en hauteur, pas les lèvres qui sont mouillées, mais vraiment beaucoup plus en hauteur. Ces sensations sont assez rares qu'on les ressente. C'est très rare, mais ça arrive. Par contre, il y a des cas où la halakha va dire vous allez trouver une tâche après une certaine action. Cette action aurait pu cacher une sensation. Par exemple, si je fais une vérification interne, d'accord, une bdika, il est possible qu'en faisant cette vérification, eh bien, j'ai mis mon doigt dans le vagin a été en sursensation, il a une stimulé à fond, et j'aurais pu ne pas sentir au même moment une des véritables sensations halachiques, et donc je sors ce tissu du vagin, je vois une goutte de sang, ça rendra une date tout, ça validera le compte des 7 jours. Il en est de même dans le cas d'une relation intime, et enfin, on a le côté d'avoir uriné. Là, on a un grand débat, et le débat, il est entre, en gros, l'Ashkenaz et le Sfarad, et pas vraiment exact, puisque certains Sfarad se font comme l'Ashkenaz quand même, et la question, c'est si une femme qui urine, est-ce que ça va cacher ou pas une sensation de halakha? Selon une partie des Sfarad au moins, ça ne cache pas, et donc si une femme voit une tache sur le papier de toilette, et qu'elle est de la vie, les rabbins sont de la vie, le papier de toilette ne contracte pas l'impureté, aucun problème, tout va bien. Par contre, si la femme est ashkenaz, et qu'elle a essuyé, immédiatement après avoir fini d'uriner, on a ce doute que peut-être qu'au moment où elle a essuyé, il y avait une tache, parce que c'est quand elle venait finir d'uriner, et du coup, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'elle n'a pas réussi, peut-être qu'il y a eu une sensation qu'elle n'a pas repérée, et du coup, on devra prendre cette tache sur le papier de toilette
beaucoup plus sérieusement qu'autrement. Si par contre, elle a attendu environ 15 secondes après avoir uriné, d'accord? Alors, on a ce laps de temps, et après, elle essuie, et donc on sait que si elle se trouve sur le papier toilette du sang, comme il y a eu ce laps de temps, on sait qu'elle n'a pas ressenti à ce moment-là une sensation, puisqu'elle était consciente, elle attendait pour essuyer. Et dans ce cas-là, puisque de nouveau, selon de nouveaux poskim, dont les poskim de Nishmat, le papier toilette ne contracte pas l'impureté, ce n'est pas un problème. Je mets juste ici un petit bémol. Une femme qui est Chabad, ça peut être très différent parce que chez eux, un essuyage peut être la même chose qu'une bedika. Et dans ces cas-là, vraiment parler avec le rav personnel puisque c'est une situation qui est très différente. En pratique, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ça veut dire qu'une femme, toute femme en fait, c'est pas que les femmes en périménopause, mais toute femme qui est en période de tahara, qui est en période puant, devrait faire les choses suivantes. La première chose, on ne met que des sous-vêtements de couleur. Tout comme je dis en général à une jeune femme qui vient accoucher, qui vient de faire son premier mikvé, mettez tous les sous-vêtements blancs dans un sachet de côté et laissez-les au fond de l'armoire pour ne pas prendre par hasard une culotte blanche quand elle est fatiguée. Pareil pour une femme qui est en période de pureté, pareil encore plus pour une femme qui est en période de périménopause où tout est tellement aléatoire. Donc les sous-vêtements de couleur, les draps de lit de couleur. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, semaine dernière, j'ai eu le cas d'une femme qui a trouvé une tache sur un drap qui était blanc. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont décidé qu'il y avait du blanc. Papier toilette, on en a parlé déjà maintenant. Dans les draps, on ajoute évidemment les draps de bain. On ajoute aussi les tapis de bain, enfin, tout ce qui pourrait être blanc et contracte l'impureté. D'accord? Si c'est quelque chose qui ne contracte pas l'impureté, ce n'est pas un problème, afin de savoir si c'est ou pas un problème. Et enfin, savoir différencier une tache d'un flux. Alors, qu'est-ce qui est la différence entre une tache et un flux? Parfois, c'est très clair. Parfois, on sait qu'une tache, on a un petit à-coup, une petite tache, pas de problème, tout va bien. Quand on a un flux, on a vraiment une Niagara qui s'ouvre, il n'y a pas de question non plus. Qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive souvent à la période de la périménopause, où les règles, de nouveau, elles vont être espacées, irrégulières, et parfois, comme le cycle va être anovulatoire, il n'y aura pas d'ovulation. Il y aura un cycle parce qu'il y a eu cette baisse d'estrogène progestérone qui va être soudaine. Donc, il y aura une baisse, il y aura un saignement, un petit peu comme quand on a un saignement après avoir arrêté la pilule, mais il n'y a pas d'ovulation avant. Et donc, parfois, le saignement va être très minimal et très difficile de savoir est-ce qu'on parle vraiment de flux ou de taches. Alors, d'un point de vue halachique, il n'y a pas vraiment de définition précise entre l'un et l'autre. Une femme qui n'a pas ressenti de saignement, on parle bien de ressenti du point de vue de la halakha, ce n'est pas un flux, techniquement. Maintenant, avec cela, il est clair que toute femme qui est en pleine règle sait qu'elle est en pleine règle. Alors, où est-ce qu'on met la limite? Souvent, la limite qu'on va dire, qui n'est pas une limite exacte de nouveau, donc chacune va prendre ça un peu comme elle veut, ça va être par rapport à la quantité. Si une femme met un protège-slip parce que justement, elle a des petites taches, elle met le protège-slip le matin et le protège-slip lui suffit jusqu'à midi, 1h, et là, elle le change parce que, pas qu'il est complètement saturé, mais c'est pas agréable. On ne va pas avoir un protège-slip qui est sale, ça nous dérange quand on va aux toilettes, on veut que quelque chose qui soit blanc, c'est tranquille. Si elle le change comme cela, donc 1 ou 2 maximum, et pas vraiment taché, juste un petit peu, et ça, quelle tâche? En général, ça veut dire que c'est encore une tâche. Nos confrères au Macron de Poids, le Rav Bourstein part souvent de la taille de 2 tiers de carte de téléphone, enfin carte de crédit, c'est pareil. Donc si c'est assez conséquent, ça veut dire que ça sera déjà un problème. Mais vraiment, si on change le protège-slip une fois en journée ou 2 fois en journée, pas que c'est complètement rempli parce que c'est vraiment pas agréable, ça fait clairement les tâches. Si par contre nous devons changer toutes les 2 heures le protège-slip parce qu'il va se remplir ou que mettre un protège-slip, c'est un peu se mettre les bandons dans les yeux parce qu'on va avoir des règles partout si on ne change pas. Clairement, on est en flux. Si j'ai besoin d'une serviette hygiénique, parce que sinon ça ne va pas suffire, là aussi, clairement, je suis en un flux et pas à une tâche. D'accord? Dans tous les cas, si j'ai un doute, on pose une question halachique. Alors là, je rappelle les principes de question halachique. Première chose, garder les témoins. Donc, si j'ai une tache sur un vêtement, je garde le vêtement. Je ne vais pas le mettre à la machine à laver de suite parce qu'il est possible qu'il fasse que je le montre et que si je ne montre pas, peut-être que par défaut, on va devoir dire que c'est là. Deuxième chose, nous posons la question dès que possible. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est dommage
tant que je n'ai pas de réponse, si c'est ou pas Nida, je reste par défaut Nida au cas où, d'accord? Et donc, le plus tôt on va vérifier, le plus tôt on saura si c'est vrai ou si on peut reprendre la vie conjugale normale. Et enfin, parce qu'il y a souvent des détails qu'on risque d'oublier. Or, donner tous les détails possibles, c'est extrêmement important, puisque ça permet à la personne à qui on parle, que ce soit la Yoetz Talacha, que ce soit le Rav, le Trat Kalot, de donner une réponse qui soit vraiment exacte. Et donc, on va devoir poser la question à l'Afrique de manière précise, rapidement, à quelqu'un, avec tous les détails nécessaires pour ne pas oublier quelque chose. Si je ne donne pas tous les détails à la personne à qui je pose la question, je ne pourrai pas avoir de réponse exacte, et ça peut être un problème dans les deux sens. La deuxième chose qui est importante ici, c'est en parler à son médecin. Si j'ai une tâche, si j'ai un saignement qui arrive au d'un cycle, tout d'un coup, une fois, ce n'est pas grave. En général, ce n'est pas un problème. Par contre, si l'histoire se répète, il faut y réfléchir. Ça peut être de nouveau 3 fois rien, ça peut être la périménopause qui se met en route et donc qui me fait des problèmes, mais là aussi, on peut souvent traiter cette chose-là avec des hormones ou autre chose, et ça, les médecins sauront par rapport à votre cas, votre historique médical, mais surtout, parfois, ça peut être le signe qu'il y a un problème, qu'il y a un vrai problème, et pour cela, il est important d'en parler avec son médecin. Si c'est un kyste, rapidement, si c'est un début de cancer qu'on ne veut pas manquer, c'est très, très important d'en parler avec son médecin. Là-dessus aussi, dans la case en parle à son médecin, une femme qui est ménopausée et qui n'a pas eu de règles pendant 1 an, si elle a un saignement après cela, en parler immédiatement avec son médecin. Ça, c'est pour les tâches. La deuxième grosse conséquence dont on a parlé dans les effets secondaires, d'accord, on ne parlera pas de comment est-ce qu'on va traiter allergiquement les ballonnements ou les mauvaises humeurs ou les manques de sommeil et tout cela. Ça, on peut en parler avec votre médecin, ça peut aider. En général, une hygiène de vie qui est bonne, avec un sommeil qui a des heures régulières, avec un régime qui est bon, c'est ce qui aide le plus. Et après cela, notre médecin traitant peut aider à allevier certains des effets secondaires. Mais une des choses qui est très commune et dont on parlera, parce que les femmes, elles en ont un peu honte, elles n'osent pas en parler avec leur médecin, c'est la sécheresse vaginale. Alors, la sécheresse vaginale, de nouveau, ça arrive, comme nous l'avons dit, en conséquence à cette grosse baisse de progestérone. Et ça a des conséquences assez grandes. La première, qui est évidente, ça va être les rapports intimes. Avoir des rapports intimes lorsque tout est sec dans le vagin, ce n'est jamais très agréable, ça pose une friction, et du coup, c'est un problème. Ajouter à cela la perte de libido, alors ça peut être catastrophique, et nous voulons qu'un couple continue à être ensemble, puisse apprécier être ensemble, quel que soit l'âge des conjoints. Alors là-dessus, nous savons qu'il y a évidemment des lubrifiants, ne pas rapport d'en prendre en pharmacie par souvent sans ordonnance. Si c'est plus que cela, en parler avec votre gynécologue, avec votre médecin traitant, parce qu'il y a des crèmes topicales avec des bases d'hormones, mais qui ne sont pas vraiment hormones, donc ce n'est pas un problème, même pour les femmes qui ont des problèmes éventuels d'interdiction de prise d'hormones, qui peuvent vraiment, vraiment aider à ramener un équilibre dans le vagin pour que cette chose-là, ça puisse être agréable. La deuxième chose que la sécheresse va causer sont des plaies, que ce soit dû au rapport avec la friction, ou même sans aucun rapport, avoir juste des plaies qui vont arriver. Alors ces plaies-là, on sait que c'est du dam maka, c'est du sang d'une plaie, donc ça ne rend pas nida en soi, mais il n'empêche que si on fait une déca alors qu'on a ces plaies-là, on aura du mal à la déca qui est propre. Et aller chaque fois chez une bodéquette pour vérifier s'il y a ou pas du sang utérin, ou si c'est tout des plaies, c'est faisable, c'est possible, ça coûte de l'argent, ça prend le temps. Et entre nous, les bodéquettes sont extraordinaires, elles font un travail avec le Messirut Nefesh qui est extraordinaire aussi, mais ce n'est jamais agréable d'aller faire un examen gynécologique, quel qu'il soit. Donc, on va essayer d'éviter ça au maximum en prenant les devants. Là-dessus, on arrive au concept des bdicotes. Une femme qui a mal, une femme qui a des plaies, une femme qui sait qu'elle est sèche, il faut absolument qu'elle en parle à une autorité halachique. De nouveau, Ma'al Kalot, Yoetzet Halacha, son Rav, la personne avec qui elle se sent vraiment à l'aise de parler, parce que dans ces cas-là, on va souvent lui dire de faire moins. Nous savons toutes que l'idéal, c'est de faire l'Efsek Tahara, le Mortachouk, 2 bdikot le matin et l'après-midi, mais dans les cas où il y a un problème, où il y a une difficulté réelle, on peut vraiment enlever
beaucoup de ces glycoses est arrivé jusqu'au minimum syndical, qui est donc des sectara premier jour, dernier jour. Et ça peut vraiment aider une femme à arriver au mikvé beaucoup plus tranquillement, avec beaucoup moins de stress. Et donc, pour cela, c'est quand même conseillé. La deuxième chose à l'Afrique dont on parle, ça va être le calcul des onotes. Les onotes, on sait tous, sont les dates de règles anticipées dont on prend en compte à chaque fois qu'on a un début de flux. Alors d'abord, se rappeler, on prend en compte le début du flux et non pas les tâches. D'accord ? Si une femme a des tâches avant le flux, et ça arrive souvent avant la ménopause, alors elle prendra en compte uniquement le début du flux et pas les 2 jours ou 3 jours de tâches avant. La deuxième chose, ça va être donc le flux et pas la tâche, et elle prend les 3 dates qui vont être le cycle mensuel, le cycle intervalle et le cycle moyen. Maintenant, si ces cycles passent, ces dates se passent et que rien ne se passe, elle continue sa vie comme d'habitude. Si 3 mois se passent sans que rien n'arrive et qu'elle a l'âge halachique, on revient donc à l'histoire au début d'une femme, entre guillemets, ménopausée, une zakena, d'un point de vue halachique dont on a parlé au tout début. Dans ces cas-là, elle n'aura pas besoin de faire une bodika si elle a un flux qui arrive. Donc une femme, on va dire, qui aurait eu, je ne sais pas, on va dire 52 ans, c'est tard, mais on va dire par hasard, et qui a encore ses règles, ça arrive, et qui aurait eu 3 mois sans rien, et qui après a eu un à-coup, ça vaut le coup d'en parler avec votre conseillère halachique, puisque effectivement, c'est très possible que ce à-coup, on ne calculera pas de date pour cela, parce qu'il y aura l'âge qui est pris en compte, avec en plus 3 mois qu'on a eu. Une dernière chose dont je n'ai pas précisé quand on parlait des tâches et de Nida, dans le cas où nous avons une tâche qui ne rend pas Nida, alors on n'est pas Nida. Dans l'Acha, il y a, c'est dichotomique, c'est soit en Nida, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de à moitié Nida. Pour autant, une femme qui a des tâches, même si elle n'est pas Nida, on va lui dire d'éviter les rapports intimes pendant environ 24 heures. Donc elle dira à son mari, j'ai des tâches, nous faisons attention, on ne bouge pas les lits, on peut toujours se toucher, il n'y a aucun interdit dedans, mais on va éviter d'avoir des rapports, puisque effectivement, d'un point de vue logique, ce n'est pas une très bonne idée d'avoir des rapports lorsqu'on sait qu'on est en pleine période de tâches. Donc ça, c'est pour ce qui est des onotes. Dernière chose d'un point de vue médical ici. On a dit qu'une femme qui est en périménopause a des cycles qui sont un petit peu à droite, à gauche, partout. Parfois, ils sont trop rapides, parfois, ils sont trop loin. Et certains cycles n'auront pas d'ovulation. Certains cycles, par contre, vont avoir une ovulation quand même. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important de parler à votre médecin traitant pour avoir une contraception si vous ne voulez pas avoir une grossesse à cet âge-là. Alors, je pense que tout le monde connaît une femme, que ce soit une tante, une mère, une amie, qui a eu un enfant tardif, on va dire ça, après qu'elle ait déjà, entre guillemets, terminé de construire sa famille. Et dans le cas où ce n'est pas quelque chose qu'elle voudrait, il faut vraiment en parler avec le médecin traitant, avec le gynécologue, afin de prendre une contraception. Il y a plusieurs choses différentes qui existent. Parfois, les femmes sont de toute façon sous contraceptif hormonal de style Nevena ou de style Cerazette, avec uniquement la progestérone pour allévier certains des effets secondaires de la ménopause, de toute façon. Plus rarement, on donnera quelque chose qui a aussi l'estrogène, parce que l'estrogène, comme on dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément donner à une femme qui est déjà à un certain âge, en particulier si elle fume. Mais c'est important de savoir que ça va arriver. À part le fait d'avoir une grossesse à un âge tardif, il faut se rappeler des risques d'une telle grossesse. On a dit avant que les ovules, en général, ne sont pas forcément la même qualité de celles quand on était plus jeune. Donc, les risques d'avoir un enfant qui aurait des problèmes génétiques sont plus élevés. Et la deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que comme le cholestérol est en baisse, les risques d'avoir une fausse couche avec une telle grossesse sont également beaucoup plus élevés. Et c'est pour cela qu'il est, de nouveau, une femme fera ce qu'elle veut, mais il est conseillé dans le cas où une femme ne veut pas rentrer dans cette histoire, de prendre les devants et utiliser un contraceptif. Une fois la ménopause arrivée, on parle parfois de la tfila. Alors pourquoi est-ce qu'une femme irait au mikvé après la ménopause? Normalement, il n'y a pas de raison, puisque de nouveau, elle a fini. À la dernière fois où elle était au mikvé, il n'y a plus de saignement, c'est fini, elle n'y va plus. Il y a 3 cas dans lesquels elle va y aller quand même. La première, c'est une tfila à cause d'un saignement utérin, et clairement, d'accord. Dans ces cas-là, à part avoir parlé avec son médecin, comme je l'ai dit, ça va aussi être
nécessaire de faire tout le processus avec les jours d'attente, les sectara, les 7 jours et aller au mikvé. Ça peut arriver aussi à cause d'une procédure gynécologique. Dans ce cas, il faut vérifier si oui ou non la procédure gynécologique rend l'état ou pas. Deuxième cas qui peut arriver, c'est une femme qui n'a pas été au mikvé avant. Ça arrive qu'il y ait une femme qui soit allée au mikvé pour le mariage ou même un peu après, et à un moment ou à un autre, pour quelque raison qu'il soit, elle a arrêté d'y aller. Et donc, en fait, après la dernière fois où elle a eu ses règles, elle n'a jamais été au mikvé et elle est de facto encore en nida. Et elle veut rectifier les choses pour être avec son mari de manière permise. Dans ces cas-là, là aussi, elle fera la totale, donc attendre les jours, Efsektara, 7 jours, et après aller au mikvé avec tout réparatif. Et enfin, la dernière raison, ça paraît un peu bizarre, là je me pose, mais ça arrive, c'est là avant un mariage. Une femme, même une femme qui était mariée, et qui était au mikvé régulièrement jusqu'à la ménopause, et les choses ont fait qu'elle va se remarier, soit elle est divorcée, soit son mari est décédé, ce sont des choses qui arrivent encore trop souvent. Si elle va se remarier, il y a ce concept de dam chimoud, qu'une femme, toute femme à qui on fait une offre de mariage, va voir du sang, même si elle est déjà ménopausée, et donc une telle femme va devoir aller au mikvé avant son mariage, avec un bracha et tout. La quatrième raison, qui n'est pas une raison halachique, ça va être une tefila pour des raisons spirituelles. Il y a des femmes qui veulent aller au mikvé avant Yom Kippour, ça arrive dans certaines chassidouyot, des femmes qui veulent aller au mikvé une dernière fois pour dire au revoir au mikvé quelque part, faire une sorte de cérémonie de fermer cette histoire. Dans ces cas-là, il faut vérifier avec le mikvé local. Certains mikvés seront plus OK à faire cela. On laisse bien les femmes enceintes se tremper au 9e mois très souvent, mais il faut demander au mikvé. Il y a des cas aussi qui vont refuser à une femme qui n'est pas nida d'aller au mikvé, et ça aussi, il faut le respecter et réfléchir à une éventuelle autre option, que ce soit un mikvé différent ou autre chose à faire. Les hommes, on va en parler quand même rapidement. Les hommes, en parallèle aux femmes, ils ont ce qu'on appelle l'andropause. Et oui, la ménopause, même s'il y a le mot men qui est homme, c'est pas pour les hommes, parce que méno, ce sont les ménorragies, les règles, et pause, c'est l'arrêt. Les hommes, ils n'ont pas ça, c'est l'andropause, l'andro, donc de homme. Chez eux, c'est une baisse de testostérone. Contrairement aux femmes, ça ne va pas en un coup avec les balagans qu'on a chez les femmes. Chez eux, ça va être beaucoup plus régulé, beaucoup plus doux. En général, on parle d'une baisse d'environ 10% à chaque décennie, donc c'est beaucoup plus tranquille. Il y aura un effet similaire à la périménopause, et oui, ça paraît incroyable, mais ça arrive chez les hommes aussi. Donc en fait, des choses comme des baisses de motivation, irritabilité, une dépression, les maux de tête, la prise de poids, ça peut arriver aussi chez les hommes. Ça aussi, une déficience érectile, une baisse des muscles, une baisse de l'énergie, perte de concentration, ça arrive chez les hommes, c'est similaire, donc un peu différent. Là aussi, ça peut être quelque chose qui est traitable en général facilement par leur médecin. Il faut en parler. Autant chez les femmes, on n'en parle pas, chez les hommes, on en parle encore moins. Et autre effet lié à cette période, donc tout ce qui est avec, on parle de la crise des 40 ans et plus. Oui, ça arrive chez les femmes et chez les hommes, et il faut y penser ensemble. Malgré ce que j'ai écrit ici, avec les difficultés qu'il peut y avoir chez les femmes et chez les hommes, il n'empêche que certaines choses restent, entre guillemets, obligatoires. La mitzvah Tona, qui est donc avoir des rapports sexuels ensemble, même si la femme ne va plus concevoir, ça reste quand même un devoir du mari, ainsi que le Rav Feinstein écrit en cette teshuva. Il écrit Veinei mitzvah Tona, possibilité de concevoir, qui hu michiyuve ha'ish le'ishto. Elle fait partie des obligations d'un mari envers sa femme, qu'elle soit heureuse et ne souffre pas, qu'on a l'obligation de la mourir et l'aboutir. En se mariant, l'homme a signé sur la ketouba qu'il va s'occuper de sa femme de tous les points de vue. Ce point de vue aussi, évidemment, on va devoir réfléchir ensemble comment on se fera de la meilleure manière possible. On est un couple qui change, on se renouvelle, donc on a une nouvelle dynamique de famille de couple. Là où, il y a 10 ans, 20 ans, c'est plus gérer comment est-ce qu'on va aller au lit alors qu'on a 3 enfants qui se réveillent la nuit et qui nous dérangent ou autre chose, et qu'après, avant qu'ils se couchent plus tard et qu'ils aillent plus tôt. Là, on va arriver à un stade où les enfants sont des grands enfants, des ados qui vont au lit après nous parfois. Donc, quand c'est qu'on va réussir à se retrouver ensemble tranquillement, parfois on va partir, donc on se retrouve à une maison qui est vide,
Et là aussi, il faut savoir faire face à ce vide, apprendre cela, réapprendre à se connaître, tant d'un point de vue mental, parce qu'on change intellectuellement, on change dans ce qu'on veut dans notre vie, et parfois on a ces crises-là. Ce n'est pas qu'une personne devient complètement folle, mais juste qu'il faut apprendre qu'on change. C'est normal que nous changions au fil et à mesure des années, et donc apprendre à conserver ce dialogue entre le couple en permanence pour se connaître, se reconnaître, tant d'un point de vue, donc comme je dis spirituel, d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue physique, comme nous avons dit, puisqu'on va être conscient qu'on prend de l'âge, on change, on est fatigué, on a des difficultés de libido ou autre chose, et donc réfléchir ensemble comment y arriver, parce que nous savons très bien que les effets secondaires de la ménopause et andropause ne sont pas évidents, mais déjà de la vieillesse, ils sont beaucoup plus faciles lorsqu'un couple vit ensemble et qui se soutient l'un et l'autre. Voilà, c'est tout pour la périménopause aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et s'il y a des questions, je suis là pour vous. On va fermer cela. Voilà. Lucie, je ne vois pas s'il y a des questions. Je ne pense pas qu'il y ait des questions, en fait, donc je regarde. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Il n'y a pas. Si oui, c'est le moment de le dire à Lucie. Il n'y a pas. De question. Si quelqu'un pose une question à Lucie, vous venez en live. Mais si vous voulez poser des questions, 2 minutes. Vous pouvez écrire dans le chat et j'ouvrirai le micro pour vous. On va attendre 2 minutes, je pense. Et si ce n'est pas le cas, là, on va dire au revoir à tout le monde gentiment. Merci, Élise. C'est très gentil. Non. Je pense que c'est bon. Alors, Lucie, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va mettre en route le outro et on va dire au revoir à tout le monde. Merci d'abord infiniment à tout le monde d'être venu. J'espère pas avoir été trop stressée pour cette première fois, cette première grande conférence. Pour moi, c'était une grande première de faire ça ainsi, dans un tel support qui n'est pas celui que je connais tellement, et surtout avec un sujet qui est important pour moi, mais qui n'est pas assez connu. Donc, j'avais très peur que ça ne se passe pas aussi bien que je le voulais. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour vous aussi. Et je vous rappelle qu'il y a 3 autres conférences qu'on va faire cette semaine. Une dans 2 heures. Même pas. Non, dans 1 heure, qui va avoir lieu. Donc, sur mon corps, ma bataille avec l'oncologue Héloïse Bénèche qui va expliquer avec moi comment se débrouiller avec la prévention et le dépistage des cancers féminins. Demain, je parlerai de contraception et après-demain, je parlerai avec la Yoel Talachat et la CDL de quand parler de Tarat Meshpacha à nos enfants. Voilà, Lucie, tu peux me enclencher, je pense, l'outro et je vous dis à toutes au revoir et bonne soirée à toutes.